Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être ici. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ce qu'on pouvait dire avant d'être en direct sur cefia.com et d'être en direct avec vous, avec nos invités pour cette première conférence de cette édition 2021. Cefia.com en direct, la conférence Enjeux réglementaires et juridiques de la technologie blockchain, une conférence à 3 voix avec Pierre Corr, responsable d'activité réglementation alimentaire à l'Adria, Laetitia Guillet, avocat à la cour LG Law, avocat, et Adil II, blockchain lead, Capgemini Invent France. Et l'objectif de cette conférence est de comprendre les fondamentaux de cette technologie afin d'en appréhender les implications réglementaires et juridiques. C'est la première conférence. Merci d'être en direct ou en différé sur cefia.com. Merci d'être avec nous en présentiel. C'est le début du Cefia et des conférences. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour... on a voulu proposer ce sujet de la blockchain en IA. On a constaté qu'il y avait des utilisations de la blockchain donc en IA, évidemment. Et on a voulu creuser une question qui nous semble relativement peu creusée jusqu'à présent, qui est la question des enjeux juridiques et réglementaires de l'utilisation de la blockchain en IA. Alors la blockchain, on en a tous entendu parler, on en entend de plus en plus parler, même dans les informations généralistes. On a l'occasion de la pratiquer plus ou moins au quotidien. Mais il nous a semblé important, nécessaire de commencer par refaire un point sur ce que ça veut dire, sur ce que c'est que cette technologie blockchain. Et donc, je vais passer la parole à Adil sur ce point-là. Merci Pierre. Alors, sans vouloir trop rentrer dans le détail, l'idée c'est de poser un peu le cadre de c'est quoi une blockchain, à quoi ça sert, pourquoi on y pense et quand est-ce qu'on devrait y penser. Donc globalement, une blockchain, il y en a énormément, elles ne sont pas toutes pareilles. Une blockchain, c'est avant tout un registre distribué. Donc c'est une sorte de base de données qui va être partagée entre plusieurs acteurs. Dans notre cas, ça sera des acteurs qui vont faire partie d'une même chaîne d'approvisionnement, d'une même supply chain, mais ça peut être des acteurs qui sont au jour le jour des compétiteurs, enfin de la concurrence, mais sur un cas d'usage donné, peuvent être amenés à travailler ensemble pour des bénéfices communs. Pourquoi on y pense? Parce que derrière, c'est une technologie qui va apporter un certain niveau de sécurité, qui va être embarqué par des moyens cryptographiques, des algorithmes de consensus assez poussés. Et surtout, ça va nous permettre de certifier que toute information qui est inscrite à cette blockchain est intègre dans le temps. Donc si on revient 6 mois plus tard, on sait qu'elle n'a pas été supprimée. Et ça nous permet du coup de construire des cas d'usage où on va permettre de faciliter l'échange d'informations entre plusieurs acteurs de manière sécurisée, intègre et disponible, parce qu'au final, c'est un registre qui est distribué chez tous les acteurs, et donc pour que ce service tombe, il faudrait que tous les acteurs tombent en même temps. Donc assez peu probable. Il y a une autre composante qu'on va voir un peu plus tard dans la présentation, qui est les smart contracts, qui n'est pas une donnée, enfin, qui n'est pas un concept lié à la blockchain ou qui est né avec la blockchain. Ça existe en dehors des blockchains. Par contre, c'est un exécutable, donc un bout de code qui va s'exécuter de manière automatisée et qui nous permet en fait de jouer avec ces données qu'on va intégrer dans notre blockchain pour automatiser un certain nombre d'actions dans les systèmes autres. Pour résumer, globalement, si on veut l'imager, la blockchain, c'est une sorte de pieuvre donc, qui va venir interconnecter plusieurs systèmes entre eux. On le fait déjà aujourd'hui au sein d'une même entreprise, où on va connecter des systèmes qui appartiennent à l'entreprise donnée. Par contre, là, on va venir interconnecter des systèmes qui appartiennent à des entreprises différentes. Donc, plusieurs acteurs qui ne se font peut-être pas confiance, qui ont chacun un bout de l'information et un bout de la vérité, mais qui, sur des cas d'usage donnés, vont être amenés à chacun contribuer avec sa part de vérité pour construire une vue globale de la réalité du cas d'usage ou du process. Très rapidement, d'un point de vue business, ce qu'on va aller chercher, donc, c'est avec les smart contracts de l'automatisation. On va aller chercher des échanges sécurisés encore plus avec les moyens cryptographiques qui sont mis en œuvre pour protéger la confidentialité des données, mais aussi des acteurs qui contribuent à la chaîne.
Et les derniers points, ce sera plutôt une capacité d'auditabilité. Donc toute information qui est stockée dans une blockchain est horodatée et ne peut plus être supprimée. Donc en cas d'audit, on a vraiment le rappel de tout ce qui s'est passé dans ce process-là ou dans ce cas d'usage-là. Ça reste une technologie donc, qui repose en termes de prérequis sur pas mal de prérequis digitaux. Ça ne se prête pas très bien à tout ce qui est papier. Donc quand on a un process qui est fortement adossé sur un process papier, on va avoir besoin de trouver un moyen de digitaliser l'information qu'il y a dans le papier pour ensuite l'intégrer à la blockchain. Mais par contre, ça permet en tout cas de prévoir ou d'envisager des solutions qui répondent à des problèmes concrets aujourd'hui. Pas entièrement, mais dans le cadre d'un mix technologique, on va être amené à mixer cette blockchain avec des objets connectés, avec d'autres technologies qui existent déjà dans les entreprises. Si on fait un petit focus sur le slide suivant. Donc très rapidement, j'ai parlé de smart contracts. Je vous ai un peu menti, ils sont ni smart et c'est pas des contrats. Donc globalement, ce qu'on va réussir à faire, c'est mimer un contrat tel qu'on l'a dans le droit légal aujourd'hui. C'est des clauses, donc des conditions. Si tel événement se produit, alors lance telle action dans tel système. Ça, on va réussir à l'automatiser. On va réussir à l'automatiser en ingérant de la donnée. Et ça va nous permettre de fluidifier les échanges entre les différents acteurs. Donc je donne une donnée, en fonction de cette donnée, ça va générer une action dans un autre système. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va paramétrer ces contrats, soit via des données qu'on donne, des données externes, ça peut être la température, la pression, ça peut être le montant d'un virement ou autre, mais ça peut aussi être des conditions internes au système. Ça peut être, dans certains cas d'usage, si je ne reçois pas d'informations nouvelles sur ce colis avant telle durée, alors remonte une alerte par exemple. Et dans ce cas-là, c'est plus le système qui va compter le temps passé depuis la dernière information reçue. Ça va de pair, donc c'est pour ça qu'on parle très souvent dans les médias et autres de blockchain et smart contract, ça va ensemble. Sans smart contract, la blockchain c'est qu'une base de données, on va mettre de la data. Les smart contracts, ça permet de l'interconnecter à d'autres systèmes. Et du coup, juste sur un exemple un peu plus concret, c'est un exemple plutôt d'assurance paramétrique pour les agriculteurs. L'idée derrière, c'est de se dire, aujourd'hui, un agriculteur, en cas d'intempérie, de sécheresse, par exemple, doit ouvrir un sinistre auprès de son assureur, attendre que ça soit traité, qu'il y ait bien la preuve qu'il n'y a pas eu assez de pluie pendant une certaine durée, avant de éventuellement recevoir son indemnité. C'est un process qui est assez long, assez manuel, côté assureur. Si on se posait, qu'on réfléchissait avec les éléments qu'on a aujourd'hui de c'est quoi une blockchain, c'est quoi un smart contract et comment ça fonctionne, ça devient très vite assez simple parce que ce contrat-là, cette clause de sécheresse qu'on a dans les contrats papier aujourd'hui, on peut imaginer que ça soit un smart contract qui va aller vérifier dans des sources fiables d'informations type Météo France, Météo Agricole ou autre, qu'il n'a effectivement pas plu ou pas assez pendant les 30 derniers jours. Et tant qu'il a assez plu, cette clause n'est pas activée. Tant qu'il a assez plu, cette clause n'est pas activée. Et donc l'idée, c'est de se dire, ce smart contract va tourner régulièrement, va récupérer l'information tous les jours. Et le jour où il y a effectivement ces 30 jours-là avec pas assez de volume de pluie, ça va activer automatiquement l'ouverture du sinistre côté assureur, qui derrière n'a pas besoin de vérifier parce que la vérification a déjà été faite au moment de la remontée de cette alerte-là, pour envoyer le signal au système de règlement du sinistre ou de la clause pour le paiement qui va dans le bon sens vers l'agriculteur. Voilà. C'est un cas assez simple pour visualiser c'est quoi un smart contract, comment ça fonctionne avec différentes données et avec différents systèmes. Et je laisse la main à Pierre qui va détailler un peu plus la partie traçabilité. Merci. On a cette technologie blockchain. On a voulu réfléchir à comment cette technologie, les applications de cette technologie dans l'industrie agroalimentaire pouvaient trouver à s'articuler
avec les obligations réglementaires, les obligations issues de la réglementation alimentaire, et quelles pouvaient en être les implications juridiques en termes de responsabilité notamment. Par rapport à l'environnement juridique dans lequel on se positionne, il y a une notion qui est essentielle, qui est la notion de traçabilité. Vous connaissez peut-être le règlement, le texte de base sur la législation alimentaire, le règlement général Food Law, le règlement 178-2002. C'est un texte qui est l'assise de toute la législation alimentaire. C'est un texte qui vraiment est conçu pour organiser tout le fonctionnement, la réglementation des denrées, et qui s'adresse à la fois aux institutions en tant que gestionnaires du risque et aux opérateurs. Aux institutions en prévoyant par exemple le principe de précaution dans la gestion du risque, et aux opérateurs en prévoyant des obligations extrêmement concrètes comme l'obligation de mettre sur le marché des denrées sûres, l'obligation de procéder à des retraits rappels notamment. Et donc ce règlement fournit différentes notions qui sont clés et structurantes, dont la notion de traçabilité. Et la traçabilité, elle est définie, comme suit à l'écran, la capacité de retracer à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée, d'un aliment pour animaux, d'animal producteur de denrées ou d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une denrée ou dans un aliment pour animaux. Donc on voit bien que la traçabilité est envisagée comme un tout, comme une chaîne. Cette traçabilité doit être assurée, c'est un des fondements de la réglementation. Et après, donc ça je dirais que c'est au niveau macro, et après comment on assure cette traçabilité, c'est en rendant les opérateurs, en faisant de chaque opérateur de la chaîne un maillon de cette chaîne, et en le rendant responsable du maillon qu'il constitue. Et on voit bien à la lumière de cette définition que la blockchain, en tant qu'elle permet d'assurer justement cette chaîne de traçabilité, se révèle clé, puisque donc, ouais, là on a une illustration à l'écran d'une chaîne. Imaginons que chaque exploitant 1, exploitant 2, exploitant 3, c'est la totalité de la chaîne de production de la denrée, et l'obligation donc qui s'impose à chaque opérateur en tant que maillon, c'est d'assurer la traçabilité au maillon avant et au maillon arrière, au maillon ascendant, descendant, avec ce qui est induit, qui n'est pas écrit et pas spécifié, mais ce qui est induit, c'est la nécessité d'assurer la traçabilité en interne, justement pour faire le pont entre l'amont et l'aval. Mais vous connaissez le proverbe qui est que la solidité d'une chaîne s'apprécie à celle de son maillon le plus faible. Et on comprend bien dans cette logique-là que dans la perspective d'assurer de manière fiable et infaillible la traçabilité de la denrée, la blockchain, encore une fois, en tant qu'elle permet une infaillibilité de la circulation d'une information, permet de garantir cette traçabilité lorsqu'elle est mise en œuvre et selon des paramètres donnés. Alors là, c'est illisible à l'écran, dommage, mais je voulais souligner également que là, c'est un document, une publication de la Commission européenne qui était adressée à un parlementaire européen, ça date de janvier de cette année, et la Commission européenne souligne que dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table, qui est une stratégie structurante pour la chaîne alimentaire pour les années à venir, dans cette stratégie de la ferme à la table, eh bien, il y a cette volonté d'accroître la transparence de la chaîne alimentaire, et que l'usage de la traçabilité est un des moyens de combattre la lutte contre la fraude, et donc que la blockchain a pleinement vocation à être l'un de ces outils visant à assurer la traçabilité, à renforcer la transparence, etc. Et à être un outil de lutte contre la fraude. Et elle souligne, alors il y a eu différents engagements de la part des institutions européennes visant justement
à favoriser le développement de projets de recherche, de blockchain, etc. Donc, il devrait y avoir vraiment, il y a une réelle prise de conscience de l'enjeu que représente la blockchain dans l'industrie agroalimentaire et la nécessité de développer des projets de recherche. Alors, si on en revient à la notion de traçabilité, on a dit que la traçabilité, que la blockchain permet d'assurer cette traçabilité, et à partir de cette traçabilité, assurée techniquement, on va pouvoir décliner plusieurs usages de la blockchain dans des perspectives justement juridiques ou réglementaires. Le premier cas d'usage qu'on a voulu aborder, c'est le cas de la lutte contre la fraude, donc, qui, comme je le disais à l'instant, là, a été identifié clairement par la Commission européenne pour laquelle la Commission européenne a identifié la blockchain comme étant un réel atout. Alors là-dessus, on a imaginé des utilisations possibles. On pensait à peut-être que là tu peux rebondir là-dessus sur la notion de traçabilité un peu simple et une traçabilité un petit peu plus poussée. Yes. Donc là sur la partie lutte contre la fraude, déjà avant de détecter une fraude, il faut savoir ce qu'on veut essayer de détecter en termes de comportement, en termes d'informations erronées ou falsifiées. L'idée à travers cette notion de traçabilité de la supply chain, c'est de se dire je suis capable à chaque moment du cycle de vie de mon produit de savoir il est entre quelles mains, à quel endroit, est-ce qu'il est dans de bonnes conditions, pas de bonnes conditions. Et ce changement de main est matérialisé par des informations qu'on récupère, qu'on a intégrées dans la blockchain. Et chacun de ces acteurs-là va être en mesure de donner sa vision de la vérité qui, in fine, doit coïncider avec la vérité de tous. Donc, je prends un exemple. Si je suis un maillon de la chaîne et que j'ai entre mes mains un produit A que je passe à Pierre, je vais notifier en l'inscrivant dans la blockchain que je l'ai bien passé à Pierre. Mais Pierre, de son côté, va aussi notifier qu'il l'a bien reçu, et en bon état, et de bonne qualité, etc. Sans ça, c'est en gros, j'ai mis une information, mais rien ne la corrobore. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on se place d'un point de vue fraude. Donc la fraude, c'est la réalité est telle qu'elle est. Par contre, un des acteurs essaye de falsifier ce qui va être inscrit dans la blockchain. C'est possible. Donc on est capable d'inscrire dans la blockchain une information fausse. Par contre, ce qui va se passer, c'est que derrière, d'un point de vue entre guillemets investigation, en cas de problème, en cas de détection d'une anomalie, on va remonter la chaîne et on va se rendre compte qu'à un moment donné, le problème venait du maillon A qui a mis un ingrédient de mauvaise qualité. Par contre, il a inscrit dans la blockchain que c'est de bonne qualité. Et là, on pourra adosser la responsabilité en disant, en fait, tu as fraudé. Et la blockchain étant un système où on inscrit de manière horodatée toutes les informations qu'on communique dans un cas d'usage, de manière collaborative, on a la preuve datée à la seconde près de la fraude, en gros. Et donc de l'authentification du fraudeur. En fait, ce qui est pour venir sur les questions de responsabilité contractuelle notamment, donc là on est typiquement dans un cas où vous avez une chaîne d'exploitants qui se transmet un produit, et donc on peut supposer une chaîne de contrats. Et très souvent, ce qui est compliqué dans ces chaînes de contrats, c'est qu'à un moment donné, où quand une fraude intervient, on a du mal à identifier quel est l'auteur de la fraude et pouvoir du coup remonter la chaîne pour au final rechercher la responsabilité de la personne concernée. On a vu ça sur plusieurs questions. Et la blockchain, à mon sens, est vraiment un outil qui pourrait être très très efficace sur cette recherche de responsabilité. Elle pourrait permettre d'adosser une technologie à une logique contractuelle et à des clauses, permettant ainsi, une fois que le produit passe de main en main, en même temps de transférer cette responsabilité. Maintenant, la question qui se pose, et c'est celle qui vient d'être évoquée, c'est mais si j'ai quand même quelqu'un qui cherche à frauder et qui va me mettre une mauvaise information dans la chaîne. Là, encore une fois, effectivement, on ne va pas pouvoir identifier que l'information est mauvaise tout de suite. On pourra l'identifier qu'après. En revanche, on va pouvoir savoir qui a mis l'information mauvaise dans la chaîne. Et ça, en termes de preuves, c'est vraiment fondamental. Un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui en responsabilité contractuelle, quand on va chercher des problèmes de conformité, d'avarie, etc., c'est un problème de preuve. C'est le principal problème que moi je peux voir au quotidien en contentieux. Et donc, on essaye effectivement de faire des expertises, de faire venir des huissiers, etc. Aujourd'hui, la blockchain, c'est clairement une technologie qui pourrait faciliter ce mode de preuve
en termes de fraude. Ce qui est aussi intéressant aussi, et je rebondis un peu sur ce que disait Adil en début de présentation, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent des acteurs qui se sont réunis pour trouver une application à une blockchain. Et donc, on pourrait imaginer plusieurs contractants d'une chaîne de production qui se sont réunis pour trouver une application à une blockchain et ainsi eux-mêmes, dans leur consortium, avoir décidé des clauses de transmission de responsabilité, etc. Et avec tout ce que la technique de la blockchain permet en termes d'automatisation, de transmission de produits, etc. Donc effectivement, oui, il est possible de mettre une fausse information dans la blockchain, certes, mais on est quand même sur un système tellement sécurisé qu'il y a une identification assez de l'auteur qui peut être assez facilitée. Et un autre point aussi, et je laisserai Adil rebondir sur les questions, c'est que effectivement, il est possible de mettre une fausse information dans la chaîne, mais il y a quand même des outils technologiques qui permettent d'éviter cela. Et je vais peut-être laisser... J'ai vu quelques réactions quand j'ai parlé de fausses informations dans la blockchain. L'idée, c'est que la blockchain, en termes de techno, va sécuriser tout à partir du moment où on a communiqué l'info. Elle ne va jamais sécuriser la véracité de l'info initiale. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on peut avoir une fraude volontaire ou un acte accidentel, qui est je mets un 0 en plus et oups, j'ai mis un 0 en plus. Donc tout ce qui est acte manuel va introduire ce risque d'erreur intégrée à la blockchain. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on l'intègre à la blockchain, on ne peut plus le supprimer. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de réfléchir. C'est pour ça que je disais en introduction, la blockchain n'est pas une réponse seule, c'est une réponse dans un tout, dans un ensemble, et il faut penser l'ensemble jusqu'à la source de la donnée. Et donc plus on va réussir à réduire l'intervention manuelle, en tout cas pour traiter le cas des erreurs manuelles manifestes, ou volontaires, plus on va réussir à préserver la véracité des données qu'on a et qu'on traite et qui nous permettent d'avancer dans notre processus. Donc les technologies qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est des capteurs IoT, Internet des objets pour tout ce qui est température, pression ou autre, où on ne va pas attendre qu'un opérateur aille vérifier la température pour dire ok, ça fait 17 et peut-être se tromper ou autre, et donc enlever toute la fiabilité que peut apporter une techno comme celle-ci dans la certification d'une donnée conforme. C'est le même principe pour tout ce qui est... s'il n'y a pas d'objet connecté, il y a aussi tout un système qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui est le système des audits internes en entreprise, pour auditer un process, s'assurer qu'il fonctionne très bien. C'est une manière de s'assurer que la manière dont c'est fait aujourd'hui permet de garantir la fiabilité de la donnée qu'on va intégrer à une blockchain et donc qui va être utilisée à des fins de certification, de preuves et pour assurer la population. Donc voilà, la blockchain est une technologie sûre. Maintenant, elle est vulnérable de par son écosystème parce que c'est les sources de données qu'il faut sécuriser, qu'il faut fiabiliser. Et un bon contrat. Et un bon contrat. Alors oui, je me rapproche parce que je pense que j'ai dit déjà quelque chose. Oui, voilà, c'était sur la question de la transmission de responsabilité et le fait que la blockchain permet donc la facilitation de l'identification de l'auteur grâce à l'identification du moment où la fausse information qu'on a identifiée comme fausse a été introduite dans la chaîne. Et donc c'est effectivement important, comme ce que vient d'expliquer Adil, sur j'appelle ça des verrous, donc de prévoir des verrous dès le départ et d'effectivement croiser des informations qui vont être entrées de manière manuelle avec peut-être des informations automatisées pour s'éviter le risque de fraude. Je rappelle également, un petit rappel à la fin, petite parenthèse, mais vous le savez certainement, le règlement INCO vous oblige à vendre des produits qui sont conformes, et si vous ne pouvez pas vendre des produits dont vous savez qu'ils ne sont pas conformes. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on entend par savoir qu'un produit n'est pas conforme ? Les fraudes, souvent, en fait, attendent de vous une connaissance objective et pas forcément réelle, c'est-à-dire que vous pourriez, en toute bonne foi, ne pas savoir que votre produit est conforme, mais en fait, à partir du moment où on le constate non conforme, les fraudes peuvent facilement considérer que vous auriez dû le savoir également. Là, effectivement, encore une fois, la blockchain, c'est un outil qui permettrait
vous assurer donc d'éviter les fraudes, vous assurer de la conformité d'un produit sur tel ou tel aspect, et donc de vous assurer que vous vendez bien des produits qui sont conformes et éviter ainsi toute contrariété au règlement INCO sur cette question, pour votre propre responsabilité. Voilà. Alors, deuxième cas d'usage possible lié justement à la blockchain, ça serait plutôt sous l'angle sécurité des denrées. Alors, on avait imaginé l'hypothèse qui s'y prête bien, qui était suivre un paramètre bien particulier de la sécurité de la denrée, qui est la température du produit. C'est quelque chose qui serait assez facilement faisable, justement, en imaginant un système de capteurs. Oui. Donc, sur la partie traçabilité de la chaîne du froid, donc il y a pas mal de produits qui s'y prêtent plutôt bien. Donc, tous les produits qu'on récupère en général dans un réfrigérateur dans les rayons. L'idée derrière, c'est de se dire, aujourd'hui, si moi je suis à un Carrefour, par exemple, j'ai besoin, et que je dois prouver que tel produit a bien respecté toute la chaîne du froid, bah, je suis incapable de le faire seul. J'ai besoin de tout mon écosystème, de mes fournisseurs rang 1, de mes fournisseurs rang 2, et de toute la chaîne pour pouvoir créer cette vision globale et montrer et de manière certifiée et fiable que ça a bien respecté la chaîne du froid. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et une des manières de le faire, c'est de mettre tous ces acteurs autour de la table, autour d'une blockchain, du coup d'écosystème, et de se dire, OK, on a besoin de tracer la température d'un produit, d'un point A à un point B, et qui change de main entre différents acteurs. Donc on n'est plus juste sur tracer les changements de main, on est dans tracer les changements de main et en plus la température. Ça marche comment ? Le plus simple, entre guillemets, serait avec des capteurs. Donc des capteurs qui seraient dans les hangars, dans les camions, à tous les points par lesquels passe le produit et qui, à intervalles réguliers, intègre dans la blockchain cette température liée à un lot qui est en circulation ou qui est en stockage ou autre. Une fois qu'on a tout ça, on peut effectivement dire j'ai respecté la chaîne du froid et détecter directement quand il y a eu cette rupture. Après, la rupture, on ne sait pas trop si c'est une rupture stricte au sens « Ah, tu as dépassé 15, on sort le produit » ou est-ce que c'est plus l'implémenter au sens fourchette de température acceptable. Mais l'idée étant qu'on peut implémenter techniquement un mix technologique qui permet de dire mon produit a respecté la fourchette de température ou mon produit a passé trop de temps en dehors de cette fourchette et doit être écarté. Et donc on n'a plus ce souci de se dire j'ai détecté a posteriori ou c'est bizarre, j'ai des alertes qui remontent des consommateurs. Là, je sais dire à quel niveau de la chaîne il y a eu cette rupture, qui en est responsable, auditer le pourquoi, voir s'il y a un plan d'action à mettre en place et surtout écarter le produit qui du coup n'est plus consommable. Et donc là-dessus, l'idée est bien d'éviter d'introduire, de mettre sur le marché des produits qui auraient eu un des paramètres suivis par la blockchain qui n'aurait pas été conforme. Mais donc la limite à ça, on voit bien que sur une application donnée très concrète, comme par exemple le suivi de la chaîne du froid, ça peut être hyper efficace. La limite en revanche qu'on pourrait souligner, c'est dans la perspective justement des retraits-rappels que j'évoquais en introduction. Dans quelle mesure cette technologie pourrait venir appuyer les procédures de retrait-rappel. Et là-dessus, donc, il nous a semblé... on a reproduit un extrait du rapport du Conseil national de la consommation à l'époque dans le suivi de l'affaire Lactalis avec le lait, les procédures de retrait-rappel liées au lait pour enfants. Donc il y a eu différents rapports du CNA, CNC, une mission parlementaire. Là, on avait repris quelques éléments de ces rapports pour nourrir notre réflexion. Et il y a plusieurs constats sur le fait que probablement qu'aujourd'hui, la blockchain ne serait pas réellement un atout dans l'efficacité des procédures de retrait-rappel. Rapidement, déjà le fait que là, on a parlé d'un paramètre, la chaîne du froid, mais évidemment, il peut y avoir 1001 paramètres qui sont susceptibles de rendre la denrée dangereuse. Ça peut être donc des risques microbiologiques, physiques, chimiques, et qui n'ont pas vocation tous à être anticipés, suivis et tracés par une blockchain. Donc ça, c'est déjà une première chose.
L'autre chose aussi, et qui est ressortie de manière très claire au moment de l'affaire Lactalis, c'est la question du suivi des lots, de l'automatisation du suivi des lots. Actuellement, les packs sont imprimés par milliers sur des rouleaux avec un code EAN, un code barre, qui va identifier la référence produit, mais qui n'identifie pas le lot. Et donc la traçabilité du lot de production, auquel est lié le retrait, le rappel, est imprimée a posteriori, jet d'encre, via donc un numéro de lot, une DLC. Donc il n'y a pas de corrélation entre un code barre qui permettrait d'automatiser l'identification du produit, objet du rappel, et donc pas de lien, a priori, selon nous, à ce stade, possible de lien avec une blockchain quelconque. On a vu aussi qu'il y avait des problèmes, parfois la traçabilité a pu être efficiente, mais in fine, au moment de la réalisation du retrait, par exemple dans les magasins, il y avait eu des erreurs humaines de produits qui auraient dû être enlevés, qui ne l'ont pas été, ou des produits qui ont été réintroduits, et pourtant la traçabilité, l'identification du produit avait fonctionné. Donc on voit que là encore, la blockchain ne pourrait pas venir en aide. Enfin, il y a aussi le sujet de l'information, une éventuelle amélioration du push de l'information auprès du consommateur. On pourrait imaginer, dans un monde idéal, qu'en tant que consommateur, on a une notification sur notre smartphone disant « Vous avez acheté tel yaourt tel jour, le yaourt qui est dans votre frigo fait l'objet d'un rappel », plutôt que d'avoir à aller proactivement chercher un éventuel rappel. Et là-dessus aussi, c'est quelque chose qui... Voilà, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais il nous a semblé qu'aujourd'hui, on n'était pas du tout prêt d'avoir une technologie qui permettrait d'assurer ça. Et juste, je voulais souligner que dans le rapport du CNC, justement, ils avaient souligné qu'il serait important de développer l'information directe du consommateur, par exemple via des programmes de fidélité, développer l'information par les moyens de paiement ou des choses comme ça. Mais là encore, on voit bien qu'il n'y a aucun lien, a priori, possible avec la blockchain. Enfin, dernier aspect, je regarde le timekeeper. On a encore quelques toutes petites minutes. Si on veut laisser place aux questions, on a encore 5 minutes pour cette conférence. Quelques derniers mots sur un dernier cas d'usage, une dernière perspective, c'est l'information du consommateur. Le règlement INCO, le règlement sur l'étiquetage impose de fournir certaines informations aux consommateurs. Ces informations doivent être apposées sur le pack, sauf cas de vente à distance, doivent absolument et nécessairement être apposées sur le pack, inscrites en chiffres, en lettres. Aujourd'hui, dans la perspective de valoriser une traçabilité, les opérateurs ont la possibilité, et certains le font, d'apposer un code barre qui va permettre, en lien avec le numéro de lot du produit, via la médiation par un site internet, de pouvoir suivre quel était l'éleveur, quel était le cultivateur, etc. Et donc, ça, c'est des informations qui sont des informations, on pourrait dire, qui vont au-delà de la réglementation, puisqu'elles dépassent le cadre strict de l'information réglementaire. Tu voulais réagir là-dessus, Laetitia ? Je vais très très rapidement. En fait, il faut distinguer deux choses. Comme d'habitude, quand on parle d'information du consommateur et communication d'information en B2C, il y a la dichotomie, on a l'information obligatoire, l'information volontaire. Concernant l'information obligatoire, aujourd'hui, comme on l'a vu, effectivement, on pourrait imaginer un QR code qui va nous donner, qui va doubler l'information obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas remplacer une information obligatoire qui doit être indiquée de manière XYZ. Le QR code va pouvoir doubler cette information. Et en fait, la blockchain, et ça on l'a dit dans les slides précédents, va permettre de sécuriser cette information obligatoire et de nous permettre de s'assurer que lorsqu'on indique une origine et qu'elle est obligatoire, elle a bien été sécurisée dans la blockchain, par exemple. À côté de ça, on peut imaginer, et c'est déjà le cas en pratique, de l'information volontaire. C'est-à-dire, je mets un QR code sur mon produit et le consommateur, en scannant ce QR code et en ajoutant, par exemple, le numéro de lot, comme ça existe, va avoir tout un tas d'informations sur quand est-ce qu'a été fabriqué le produit, de quel blé vient la farine, etc., etc. Là, on est sur de l'information volontaire. Alors, ce qui est très important, c'est que c'est une information volontaire comme une autre. Et là, on rentre dans le champ d'application de la communication sur un produit. On rentre dans le champ d'application du risque sur les pratiques commerciales trompeuses, sur la loyauté de l'information. Donc, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous communiquez sur votre produit
peu importe la forme et peu importe la source de cette information-là, vous tombez dans les mêmes logiques de responsabilité et de risque, entre guillemets, que si vous aviez communiqué par un simple mot sur votre pack. Et je vais même peut-être aller plus loin. Le risque qu'on peut avoir, selon moi, avec la blockchain, c'est que le fait de communiquer via un outil blockchain et via un QR code, par exemple, qu'on va scanner avec tout un tas d'informations, ce qu'on dit au consommateur, c'est « mon information, elle est encore plus sûre que celle du voisin ». Parce que moi, j'ai utilisé la technologie blockchain. Donc, quand je vous donne cette information, je vous donne plus d'informations et elle est plus sécurisée. Le fait de communiquer un petit peu sur cette fiabilité de l'information, à mon sens, peut rendre encore plus importante la responsabilité en cas d'information erronée. Donc, je rebondis là-dessus sur des développements qu'on a eus un peu auparavant, sur l'importance absolue d'avoir effectivement une chaîne sécurisée où des tas d'informations sont croisées avec des outils connectés éventuellement, ou pour éviter justement qu'il y ait des fausses informations qui soient entrées par erreur humaine ou par fraude volontaire. Parce qu'en réalité, plus vous communiquez sur la sécurité, le caractère sûr de votre information, plus si elle est erronée, vous risquez d'en payer les conséquences en matière de sanctions. Donc voilà pour cette question de responsabilité. Alors bien évidemment, si la fausse information communiquée, elle n'est pas de votre fait, mais parce qu'il y a une erreur dans la blockchain, vous pourrez toujours vous retourner contre la personne qui a fait cette erreur. Mais en termes de responsabilité vis-à-vis des fraudes, vis-à-vis des pratiques commerciales trompeuses et vis-à-vis des consommateurs, c'est vous qui êtes aux premières loges. Donc, faire attention sur cette communication volontaire. Voilà. Merci. On va maintenant, alors que vous soyez en direct ou ici en présentiel, on va essayer de visualiser si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Pierre Corr, Laetitia Guillet ou Adil II pour cette première conférence. Oui, monsieur. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie d'avoir insisté sur le fait, et c'est pas fréquent dans ce cas des exposés sur la blockchain, sur l'importance de la fiabilité de l'information de base, hein, qui est pas assez mise en avant. Alors, vous avez mis en évidence le fait que des audits internes peuvent permettre aux acteurs d'une blockchain de vérifier que les informations sont vraies. Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des audits externes, des organismes de certification, etc. Hein. Et si je pouvais rajouter quelque chose, parce qu'on travaille également sur ce sujet-là, c'est que la blockchain, quand on est sur une blockchain de confiance, hein, avec des informations robustes, peut également permettre d'avoir des plans de contrôle externe intelligents. Vous avez parlé d'algorithmes, de contrôle de cohérence. Donc si une blockchain est bien utilisée, ça peut également apporter des choses à ce niveau-là. Vous pouvez réagir là-dessus, bien sûr. Hein. C'est une remarque et à la fois une question. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Donc, on est aligné sur ce point-là. Juste une précision sur les contrôles de cohérence. Au final, ils vont avoir en termes de réalité technique, c'est des smart contracts. Donc, je donne juste un exemple pour illustrer. Si je m'attends à ce que la température de mon produit soit historiquement toujours entre 10 et 12 degrés, et que demain, j'ai un capteur qui m'envoie une température à 45 degrés, vaut mieux avoir paramétré ce type de détection d'anomalie qui va me dire attention, il y a peut-être un problème, soit tu es en rupture totale, soit ton capteur ne marche plus. Et ça permet du coup d'éviter pas mal soit de réflexes automatisés, parce que je vais dire 45, il faut que je jette la cargaison, alors que si ça se trouve, c'est le capteur qui ne marche plus, et par contre je vais réagir vite et le remplacer vite. Est-ce que vous avez d'autres questions pour... Oui. Bonjour, je m'appelle Louise Dejoie, je travaille chez Connecting Food et typiquement nous on est offert d'une... Ok, vous êtes testé, ok. Donc on offre une solution blockchain également et donc on travaille avec des leaders du marché tels que Nestlé. On est vraiment au cœur de ces enjeux-là, pardon. Et du coup, on est en veille. On voit bien qu'aux États-Unis, avec la Food and Drug Administration, cette obligation de traçabilité des aliments par la blockchain a été rendue obligatoire. Donc ma question, c'est de savoir quand est-ce que ce sera le cas pour nous, en France. Je ne sais pas si... Moi, là-dessus, alors, si je retombe sur le slide... non, apparemment non. Voilà. Là-dessus, donc,
je l'ai évoqué très rapidement, il y a eu quand même différents engagements de la part des autorités en faveur des autorités européennes, en faveur de la blockchain. Alors il y a eu beaucoup d'engagements dans un premier temps sur tout ce qui était plutôt secteur financier, qui est un petit peu l'utilisation native, je parle sous ton contrôle, de la blockchain. Mais néanmoins, on voit bien que donc il y a vraiment quelque chose de très structurant qui s'est engagé, qui est la stratégie de la ferme à la table, qui va avoir des implications à peu près à tous les niveaux de l'écosystème agroalimentaire au sein de l'Union européenne, cette stratégie de la ferme à la table. Donc, comme je l'évoquais là, il y a et je vous dis, c'est un document qui date de janvier, là, donc c'est assez récent, dans lequel la Commission soulignait le souhait de renforcer au titre de l'effort de transparence, de renforcer des efforts de recherche sur la technologie blockchain et de ses différentes applications. Alors, moi, je le comprends comme on en est encore à un stade où on cherche à pousser. Et donc, il parle de financement aussi, de projets de recherche. Donc, je pense qu'on en est encore à un stade un petit peu amont, où on cherche à consolider la connaissance, le développement des applications. Mais peut-être qu'un jour, on y arrivera sur le fait de rendre obligatoire, qui sait, la traçabilité via la blockchain. À mon avis, on n'y est pas. En tout cas, je n'ai pas entendu parler d'engagement concret en termes politiques là-dessus, en termes voilà, politique ou juridique. Et enfin, oui, et puis je voulais dire aussi, ça pose la question finalement aussi de l'obligation de moyens et l'obligation de résultats, et comment cette blockchain va intervenir justement dans cette perception obligation de moyens, obligation de résultats, et qui pour le coup là, c'est des notions qui sont déjà activables rien qu'avec les dispositions juridiques actuelles. Je vais rebondir juste sur 2 points. 30 secondes. Ouais, en termes de conviction forte, faut pas attendre le régulateur pour commencer à explorer, imaginer. Par contre, il faut l'intégrer à la réflexion. Le but, c'est pas d'attendre le jour où le régulateur va dire il faut le faire et tout le monde doit le faire avec la blockchain. Par contre, monter une solution, penser avec le régulateur qui traite des sujets réglementaires et valider par le régulateur comme quoi ça peut faire office de solution viable pour traiter ce cas-là, ça c'est important. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de solutions qui n'intègrent pas le régulateur, puis ont un frein parce qu'il faut tout réexpliquer, expliquer pourquoi c'est conforme, pourquoi ça répond bien aux besoins, pour, entre guillemets, avoir le tampon du régulateur. Donc dès le début, l'intégrer. Merci. Merci. Une dernière chose, et qui dit obligation dit uniformisation, qui dit obligation dit uniformisation. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un moyen pour qu'il y ait les mêmes critères applicables à tout le monde. Si cette technologie devait être obligatoire, aujourd'hui, chacun fait un petit peu son application comme il veut. Et ça, ce serait une étape, vous savez, vous êtes spécialisé là-dedans, donc vous voyez de quoi je parle. Mais ça, aujourd'hui, au niveau Europe / France, on en est aujourd'hui loin. Donc, même... Voilà. Merci. Plein d'éléments. On pourrait échanger pendant des heures, je vois, avec vous. Le trio Pierre Corre, responsable d'activité réglementation alimentaire. Adria Laetitia Guillet, avocat à la Cour. LG Lo, avocat. Adil II, blockchain lead. Capgemini Events France, la technologie blockchain. Merci d'être avec nous en présentiel. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait du bien. Nous sommes en direct sur mycefia.com également pour cette première conférence. Dans quelques minutes, nous avons rendez-vous avec une autre conférence. On va parler climat, extrêmement important, le climat qui change. On va l'évoquer dans un instant avec Franck Barrère. Merci à tous les trois. À tout de suite.